Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Nathalie Braffman. Je suis journaliste au Monde, spécialisée dans les questions d'éducation et d'enseignement supérieur. Donc, cette conférence s'intitule « Après une prépa ou le bac, intégrer une école d'ingénieur ». Je vais demander aux intervenants de se présenter rapidement. Et puis après, on rentrera dans le débat. Bonjour, alors je disais que si vous pouvez vous présenter assez rapidement et puis après on rentre dans le débat. Très bien, bonjour à tous, je suis Monsieur Méran, directeur du cycle bachelor de l'ESME Sudria et directeur du site Montparnasse. Voilà, l'ESME Sudria, une école multidisciplinaire, école d'ingénieurs. Bonjour, Christophe Digne, directeur de Télécom Sud Paris. Donc école d'ingénieurs essentiellement appelée après classe préparatoire, donc membre de l'Institut Mines Télécom, premier groupe d'écoles d'ingénieurs et de management en France. Bonjour, je suis Nelly Ruirès, je suis vice-présidente du pôle Léonard de Vinci qui a une école d'ingénieurs qui est Les Sylves, que je représente aujourd'hui ici, école située à la Défense, école généraliste et numérique, et qui a des recrutements post-bac à travers le concours à venir, mais également des recrutements post-prépa, à travers les grands concours, notamment la banque NSAM ESTP E3A. Donc on recrute les deux types de profils et donc je pense à même de répondre aux questions que vous vous posez aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis Brigitte Laurenté et je suis chargée du recrutement pour le groupe ESEO, une école d'ingénieurs généralistes dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, installée à Angers, Paris, et Shanghai et Dijon. Et c'est une école donc en 5 ans avec prépa intégrée, sur concours que vous connaissez, qui est le concours Puissance 11, on fait partie des écoles de la physique. Et voilà, c'est l'essentiel pour l'instant. Bonjour, je suis Aurore Tixier, je suis directrice de la communication pour Arts et Métiers Paris Tech, plus connu sous le nom de l'ENSAM. Je remplace Xavier Dufresne qui n'a pas pu être là, qui était directeur des formations initiales. Arts et Métiers est une école d'ingénieurs publics en 3 ans, après prépa, DUT, BTS ou licence 3. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, on s'oriente vers une école d'ingénieur après une prépa ou post-bac en fonction du choix qu'on fait de l'école. C'est un peu ça qui va déterminer si on fait une classe prépa ou pas. Alors, oui, ce qui peut déterminer, il y a beaucoup de critères qui déterminent est-ce que je fais une classe prépa ou est-ce que je... Il y a déjà une bonne question qui est de se dire est-ce que je sais ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai déjà un secteur d'activité qui me passionne, dans lequel j'ai envie de m'intégrer? Et dans ces cas-là, on peut se poser la question de l'intégrer très tôt, parce que quand on intègre très tôt des études qu'on aime et pour lesquelles on a envie pour lesquelles on est très motivé, on va vraiment travailler mieux, plus vite et aller plus loin. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir aller assez vite dans le secteur qui nous intéresse, s'il y en a un. S'il n'y en a pas, il y a encore plusieurs choix possibles. Il y a effectivement d'aller vers les classes préparatoires, parce que les classes préparatoires ne sont pas typées réellement dans un secteur d'activité. Donc ça permet ensuite de passer les concours 2 ans après, parfois 3 ans aussi, et de s'ouvrir un très grand nombre d'écoles. Donc c'est un choix, mais qui finalement repousse un choix. C'est-à-dire que 3 ans après, très souvent, on voit que les étudiants ne savent pas tellement plus ce qu'ils ont envie de faire. Et par contre, ils savent un peu les concours qu'ils ont envie de passer, les écoles qu'ils ont envie d'intégrer, souvent en termes de prestige plus que de secteur d'activité. Donc c'est souvent un autre critère qui est pris en compte, souvent le prestige plutôt que l'école. Ça, c'est un premier choix qui peut se dire je vais en post-bac ou je vais en classe préparatoire. C'est pas du tout le même type d'études. Quand on fait une classe préparatoire classique, on part et on se prépare à des concours. On se prépare pendant 2 ans à passer des concours. L'école sera choisie après et l'école aura 3 ans pour former. Dans les écoles post-bac, on a 5 ans pour former. Ça veut dire que les étudiants sont sélectionnés avant et pendant 5 ans, on va les amener vers leur diplôme et vers leur futur métier. On n'a pas la problématique de les sélectionner. Donc on a une pédagogie qui peut être différente.
Et ça s'appelle des classes prépa intégrées, hein, souvent. Donc, on y fait des sciences, on y fait des maths, on y fait de la physique dans toutes nos écoles. Simplement, on n'y fait pas pour se préparer dans les concours, on s'y fait aussi pour se préparer à l'école. Et du coup, on peut mieux adapter des programmes. Et parfois faire de la place à des technologies, faire de la place à de la communication, faire de la place à du travail en équipe, faire de la place aux langues et parfois déjà de l'international. Donc, on est déjà dans une ambiance d'école. C'est foncièrement différent comme profil, comme type d'études. Et la pédagogie donc, qu'on y met est différente. Et du coup, ça s'applique peut-être à des étudiants un peu différents qui souvent aiment les sciences, mais se disent, moi, faire simplement quelque chose de théorique, de conceptuel, je ne sais pas si j'ai envie de faire ça. J'aime bien voir ce que je fais, j'aime bien comprendre. Je suis bien dans une salle de TP. Bien souvent, ces étudiants-là sont très à l'aise dans nos écoles post-bac. Oui, je voudrais simplement dire que la prépa, ce n'est pas un choix par défaut tout de même. C'est-à-dire que c'est avant tout un choix de formation puis d'école ultérieurement. Un choix de formation parce que, enfin, on ne peut pas dire quand même qu'en prépa, on ne fait que préparer des concours. D'abord, on apprend, je dirais, des connaissances scientifiques et en langue, etc. Hein, puisque je rappelle que il y a des épreuves de culture générale et des épreuves de langue, par exemple, dans les concours. Mais tout ça parce que c'est utile. C'est-à-dire qu'en fait, dans le système des classes préparatoires aux grandes écoles et des grandes écoles, hein, qui forment globalement quand même qu'un seul système, il faut voir les classes préparatoires comme une mutualisation de ce premier cycle, qui est un premier cycle assez général, donc dans lequel on apprend encore beaucoup, et surtout on apprend à travailler, on apprend, je dirais, à travailler dans la durée. Et c'est quelque chose qui est très apprécié, y compris et également très utile dans les études ensuite. Bon, cela dit, nous avons également au sein du groupe des écoles après-bac. Et simplement, je pense que comme ça a été dit tout à l'heure, ça peut dépendre du choix vraiment de l'élève entre l'intérêt pour un secteur plus ou moins marqué, l'intérêt pour une forme pédagogique ou une autre. Je crois qu'il faut vraiment indiquer que les deux sont possibles, les deux conduisent à des écoles un peu différentes, à des métiers un peu différents, et il y a également des passerelles entre les deux qui existent de plus en plus. Donc je pense que ce qui est important, c'est avant tout que le jeune arrive dans un cycle qui lui permette vraiment d'exprimer ce qu'il peut, d'apprendre de nouvelles connaissances qui sont absolument indispensables. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute façon, les métiers d'ingénieur maintenant, c'est un assez haut niveau de connaissances, de sciences, de techniques, de la manière de gérer des équipes, de gérer des projets, etc. Et donc tout ça, ça s'apprend globalement sur 5 ans, soit au sein d'une seule école, soit au travers d'une prépa, puis d'une école après prépa. Sachant que les écoles après prépa, c'est à peu près 50% des diplômes d'ingénieurs en France. Oui, de plus en plus, effectivement. Et moi, je voudrais un petit peu rajouter, un petit peu rebondir sur ce que tu as dit, Nelly, sur le fait que même quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on peut intégrer directement une école en 5 ans. Tout simplement parce qu'une école en 5 ans va vous permettre d'avoir un peu plus de temps pour vous adapter à un rythme de prépa. En fait, un ingénieur, c'est quelqu'un qui va avoir une boîte à outils, qui va avoir des connaissances, et une prépa le prépare justement à entrer dans des écoles ou à accomplir son métier avec un peu de stress, avec pas mal de choses. Donc le fait en 5 ans de pouvoir les conduire tout doucement, et je vois pour permettre la transition entre la terminale et puis la classe prépa qui peut être très rude, hein, qui peut être un choc pour les jeunes. Si on a un jeune qui n'est pas très autonome, qui n'est pas très organisé, ça peut très bien ne pas être fait pour lui aussi. Donc ça permet d'y aller un petit peu plus doucement. Et puis, ce que disait Nelly, c'est que les métiers d'ingénieur maintenant sont quand même très, très généralistes. On sait qu'au jour d'aujourd'hui, un ingénieur, il ne va pas que dans la R&D, il peut terminer ingénieur d'affaires. Donc, de savoir qu'il va être guidé au sein de son école, et toutes les écoles proposent beaucoup de doubles diplômes, beaucoup de partenariats avec des écoles de recherche, des unités de recherche, des écoles de management, et puis des doubles diplômes internationaux. Donc en fait, il va savoir qu'il va être accompagné, qu'on le transforme pas un petit peu en bête à concours, et qu'il va pouvoir en fait trouver sa voie.
pense que c'est important. J'aurais 2 éléments à rajouter. Il me semble que les 2 ans après le bac sont vraiment un moment crucial de réflexion. L'élève mûrit beaucoup en 2 ans, donc peaufine son parcours et ses envies professionnelles. Et ces 2 ans sont très très importants. Donc ils sont à prendre vraiment dans leur globalité, en prépa intégrée ou en prépa classique. Ça c'est vraiment un véritable choix personnel. Mais c'est là que se fera vraiment le choix. Et donc ces 2 ans sont très très importants. Le deuxième point que je voulais rajouter, c'est qu'on parle de prépa depuis tout à l'heure. Il y a des admissions parallèles qui sont possibles. Je l'ai cité pour arts et métiers, mais il y a beaucoup d'autres écoles qui le font. Les DUT sont une autre voie possible après le bac. Intéressant pour un profil d'étudiant particulier, mais qui convient parfaitement à des étudiants qui ne souhaiteraient pas aller en prépa et dont le rythme ne conviendrait pas. Le DUT est possible, une licence à la fac également. Licence BTS? BTS aussi. Oui. BTS aussi, d'accord. Alors moi je voulais juste avoir quelques chiffres. Il y a à peu près 200 écoles d'ingénieurs en France. Il y en a combien qui sont post-bac et combien qui recrutent après 2 ans de prépa ou d'autres, ou BTS, DUT J'ai pas ces chiffres. Alors, je veux bien essayer. Effectivement, 200 écoles d'ingénieurs habilitées par la commission d'éthique d'ingénieurs. Aujourd'hui, le post-bac a pris une place importante. Il y a entre 80 et 100 écoles. Aujourd'hui, près de la moitié ont un recrutement, en tout cas 80 ont un recrutement aujourd'hui post-bac. Aujourd'hui, les chiffres, c'est 40% des diplômés ont fait une classe préparatoire classique et 60% ont fait d'autres voies que sont les post-bac, mais que sont aussi les admissions parallèles, les DUT, les filières universitaires, éventuellement les BTS. Je voudrais quand même qu'on ne vous laisse pas non plus un espoir énorme. L'intégration des BTS est quand même difficile parce que les cursus scientifiques sont quand même plus difficiles. Non pas que ça ne se fasse pas, ça se fait plus dans les voies en apprentissage, plus souvent dans les filières d'apprentissage où on peut accueillir ces profils-là dans les écoles. Ça veut dire que si vous reprojetez pour les plus anciens d'entre vous dans la salle, par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, ce que vous avez peut-être connu, il n'y avait quasiment que les classes préparatoires classiques, et à côté, les voies étaient quand même plus faibles. Aujourd'hui, ça a beaucoup bougé. Les écoles post-bac ont acquis leur lettre de noblesse. Il y a de plus en plus d'écoles qui le font. En volume, c'est environ 30%. C'est environ 30% des diplômés. Le reste étant, vous voyez, 40%, 30%, et puis derrière les admissions parallèles qui existent effectivement dans les écoles. C'est à peu près ça les chiffres que l'on retrouve aujourd'hui en nombre d'écoles ou de diplômés. Je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure concernant, je n'ai pas pu intervenir, concernant le fait de faire un choix plutôt classe préparatoire ou prépa intégrée. Voilà, à l'ESME par exemple, on a fait le choix de créer ce qu'on appelle le cycle bachelor, un petit peu pour s'internationaliser à ce niveau-là, ce qui nous permet en fait d'avoir un premier cycle de 3 ans, dans lequel évidemment est contenu ce qu'on appelle les 2 premières années de classe préparatoire intégrée dans l'école, un cycle de 3 ans où donc les étudiants reçoivent un enseignement très fort de mathématiques, physique et de technologie, de toutes les bases essentielles et fondamentales de la formation d'un ingénieur, et ce qui permet ensuite, quand il rentre dans le 2e cycle, on appelle le cycle master, tout simplement, cycle master, 4e et 5e année d'une école d'ingénieur, eh bien, de faire des choix, de choisir plutôt tout ce qui est orienté numérique, tout ce qui est orienté énergie, tout ce qui est orienté télécom, des choses comme ça. Donc voilà, ça permet un petit peu de... Alors évidemment, en première, 2e année, ça reste quand même beaucoup de maths et de physique. 3e année, on commence déjà à mettre un pied dans toute la technologie, le numérique actuel, pour ensuite rentrer dans un cycle de spécialisation un petit peu, sachant que par exemple, en dernière année, eh bien, aujourd'hui, il faut vraiment s'ouvrir énormément vers des choses très différenciées, comme faire un cursus international, comme faire un cursus orienté vers de la gestion, comme faire un cursus orienté vers la recherche, des choses comme ça. Voilà, je voudrais préciser un petit peu ce... Alors, mais sinon, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit concernant le fait que bien c'est le choix de l'élève s'il se sent capable d'affronter une série de concours. J'aime bien une série, parce qu'il faut en passer plusieurs quand on est en classe prépa. Une série de concours, c'est bien s'y préparer je dirais presque en 18 mois, puisque les concours de mathématiques spéciales ont lieu au mois d'avril, quasiment. Voilà, ça fait 1 an et demi pour se préparer. Bon, dans un cycle bachelor standard chez nous, eh bien, il a 2 ans pour s'habituer, vraiment, comme on l'a dit, à un rythme un peu moins soutenu, on va dire, que de préparation au concours. Voilà. Merci. Je peux juste ajouter qu'effectivement, il y a une série de concours, ce qui fait que
a priori, quand on prend une classe préparatoire scientifique, on est assuré d'avoir une école à l'issue de cette classe préparatoire, ce qui est quand même important par rapport à d'autres schémas qu'on pourrait avoir en tête. La deuxième chose que je voulais dire, mais là qui touche tout le monde, c'est qu'on est un peu nous, qu'il y ait aussi peu de femmes qui s'engagent dans les études d'ingénieur, quelle que soit la voie. On a quand même un taux de féminisation en bac scientifique qui est sans commune mesure avec le taux que l'on va retrouver dans les écoles d'ingénieurs. Et donc un des messages qu'on a à faire passer aussi, c'est le fait que les métiers d'ingénieurs sont maintenant largement mixtes. Alors ça augmente, on était à 23% en 2000 de diplômés ingénieurs, on est maintenant à 28%. Mais je crois que dans toutes les dimensions et dans tous les secteurs industriels ou de services, les femmes ont vraiment leur place, y compris au travers d'une formation d'ingénieur. Très bien. Là, on parle souvent du bac S pour rentrer dans une école d'ingénieur. Est-ce que le bac STI 2D favorise aussi cette accession? Et puis, il y a aussi beaucoup d'étudiants, je crois, qui sont en médecine, qui ratent médecine et qui veulent intégrer une école d'ingénieur. Est-ce que c'est une voie possible pour eux? Oui, tout à fait. Je voulais insister aussi là-dessus. Les écoles d'ingénieurs maintenant se sont donc ouvertes à pas mal de formations et en fait, quand on dit qu'il y a des passerelles partout, les écoles d'ingénieurs, un peu comme la nôtre, ont déjà ouvert la voie au STI2D depuis une dizaine d'années. Et en fait, on s'est aperçu que ce sont des jeunes qui ont une vision professionnelle, qui ont plus de maturité, qui ont besoin de concret. Ils auraient très bien pu faire un bac S, mais ils ont besoin d'avoir un petit peu plus de maturité. Et en les accompagnant, et de plus en plus, maintenant, on voit qu'on a été rejoint par un grand nombre de confrères et que tout le monde maintenant ouvre ses portes au STI2D en les accompagnant. De même, pour les médecines, vous rencontrez beaucoup de jeunes qui se disent moi je pensais à médecine. Il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Sachez que maintenant toutes les écoles d'ingénieurs mettent des passerelles, plus ou moins, mais de plus en plus nous sommes rejoints là-dessus, des passerelles pour permettre à des jeunes qui doivent se réorienter en médecine. Et c'est pas parce qu'on doit se réorienter qu'on a raté sa vie, qu'on ne peut pas rebondir. Et se dire que rentrer en février, ça permet de gagner une année, puisque les écoles mettent en place à ce moment-là un cursus adapté pour leur permettre de récupérer depuis le mois de septembre. Donc ce sont des véritables enjeux. Oui, juste dire qu'effectivement ces programmes qui s'appellent de semestre accéléré, d'entrée intermédiaire, pour des jeunes qui voient en médecine, effectivement, qui n'auront pas médecine, et ça se voit aux examens de février, enfin de janvier, ça se voit très tôt. Soit c'est leur première année, soit c'est la deuxième année. C'est vrai que si on peut, en faisant ces programmes-là, on essaye de leur faire gagner un an ou ne pas en perdre un de plus, et c'est pas inintéressant. Simplement, c'est pas non plus un hasard pourquoi on s'intéresse au profil de médecine, parce que là aussi, ce sont de très bons étudiants, ce sont des étudiants qui ont travaillé, qui ont acquis des méthodes de travail, qui ont... le plus difficile, c'est que souvent, ils se sont engagés vers ces métiers-là avec une vocation, qui était celle d'un magnifique métier que sont les métiers de la médecine. Néanmoins, tout le monde n'y arrive pas. On a plus de 70% d'échecs pour ceux qui se seront engagés en médecine, ne finiront jamais médecins demain. Donc c'est énormément de jeunes qui, malheureusement, n'iront pas plus loin. Et le métier d'ingénieur, je trouve qu'il est intéressant à regarder pour ces jeunes-là. Pourquoi il est intéressant? Parce que d'abord, ce sont des métiers scientifiques, ce sont des métiers qui sont aussi tournés vers les autres. Ce sont des métiers, quand on exerce le métier d'ingénieur, on travaille aussi au service des autres, on travaille à créer des nouveaux produits, à créer des nouveaux services, des nouveaux usages dans tous les domaines qui vont améliorer la vie de l'entreprise ou la vie des individus. Et ça, ce sont aussi des métiers dans la main des ingénieurs. Et je crois que quelqu'un qui est parti dans une filière de médecine avec cette envie aussi, certes, ce n'est pas la même chose. Certes, il ne sera pas médecin, mais il aura aussi une véritable utilité sociale quand on est ingénieur. Et puis, il peut aller vers des domaines de la médecine parce que de plus en plus, notamment à travers le numérique, on a des choses qui se font dans le domaine de la santé et qui peuvent être importantes. Donc, c'est vrai que ce sont des profils intéressants et que les écoles recrutent. Oui, je voudrais juste rajouter à ce sujet qu'effectivement, on retrouve au mois de janvier des gens un petit peu, je dirais presque désespérés, au
au bord de la dépression après avoir passé 1 an ou 1 an et demi à préparer médecine et qui n'ont pratiquement plus aucune chance d'aboutir à ce métier et qui cherchent parfois désespérément une porte de sortie. Voilà. Et donc le métier d'ingénieur souvent est une des meilleures portes de sortie parce qu'ils ont fait quand même pas mal de sciences. On les reçoit et effectivement, au bout de 4-5 mois, un cursus accéléré, on leur fait économiser 1 année de moins de perdu, on va dire, quand même. Et ça marche très bien. Ce sont des gens effectivement très travailleurs, parce qu'ils ont été obligés de préparer des concours, le concours médecine assez difficile. Et ils sont travailleurs, ils sont volontaires, même si parfois ils sortent d'une phase difficile. Voilà, c'est important. Oui, Je voulais revenir sur le STI 2D. C'est un profil d'étudiants qui nous intéresse tout particulièrement, en tout cas aux arts et métiers. C'est le profil technologique en fait qui nous intéresse de ces étudiants. Que ce profil technologique apparaisse avant le bac, donc par la filière STI 2D, ou après le bac. On parlait des DUT, c'est typiquement le genre de profil qu'on recherche, mais aussi la classe préparatoire PT qui propose d'avoir ce profil. C'est physique-technologie. Ce profil technologique est vraiment adapté pour rentrer dans une école d'ingénieur type arts et métiers. Très bien. Et alors, comment on fait pour choisir l'école d'ingénieur où on aurait envie de rentrer? Qu'est-ce qui fait la différence? Tout. Bon, je peux répondre. Déjà, il faut passer plusieurs. Il y a aussi des concours d'entrée en première année de post-bac, ça qui permet déjà de faire des choix sur un certain nombre d'écoles orientées dans tel ou tel domaine que l'on préfère aborder. Des concours qui rassemblent plusieurs écoles, comme le concours Advance où le SME participe. Voilà, on recrute à peu près 200 élèves et je précise qu'on prend à peu près 10% de STI quand même, 10% de STI dans la sélection que l'on fait en première année. Pardon. Allez-y. Enfin, je pense qu'autrement, il y a quand même l'idée de métier derrière quand on choisit une école d'ingénieur. Oui, mais quand on a 18-19 ans, c'est compliqué de définir son projet professionnel. Oui. Ça dépend. Donc là, on est dans le cas d'un choix après le bac. Je pense que, et ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, plus la personne sait quel type alors on ne va pas dire de métier, mais au moins d'environnement, de problématiques elle a envie d'approfondir durant sa vie professionnelle, plus elle sera éclairée dans le choix qu'elle peut faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on est intéressé par l'industrie qui fabrique des produits? Est-ce qu'on est intéressé par plutôt des industries de services? Est-ce qu'on est intéressé par le secteur agroalimentaire? Voilà. Je pense quand même que derrière, quel que soit le moment du choix, plus on a d'idées tout de même sur sa vie professionnelle et plus on est aidé dans ce choix. Alors après, il y a bien évidemment entre guillemets, le rayonnement des écoles, ce qu'elles proposent comme pédagogie, l'ouverture internationale qu'elles font toutes, mais tout de même plus ou moins, etc. Mais je pense vraiment qu'avoir une vision de l'intérêt qu'on a pour tel ou tel métier ou environnement professionnel doit être majeur. Oui, je crois qu'il faut le secteur d'activité. La pédagogie, c'est important. La pédagogie, alors c'est l'international, mais ça peut être comment l'école, même si elles le sont toutes aussi, est reliée au monde industriel, aux entreprises. À quel moment je vais rencontrer des entreprises? Est-ce que j'aurai beaucoup d'enseignants qui viennent du monde de l'entreprise qui vont me donner des cours? Quelle est la notion de projet? Je crois que c'est une notion aussi importante. La pédagogie projet, aujourd'hui, un ingénieur dans l'entreprise, il travaille sous forme de projet. Conduire des projets, c'est pas immédiat. Il faut s'y préparer, il faut avoir appris. Nous, on dit toujours que c'est un peu comme une voiture. Il y a de la théorie, il y a de la pratique. On passe le code, on passe le permis. Conduire un projet, c'est pareil. Il faut apprendre. Est-ce que l'école va me donner ces outils-là? Est-ce qu'elle va m'avoir fait faire beaucoup de pratiques? Est-ce que j'aurai beaucoup de projets? Est-ce que demain, quand je vais postuler pour un poste ou pour un stage, justement, on pourra se rendre compte, l'employeur pourra voir que je sais faire ça? Ça fait partie un petit peu de choses que vous pouvez voir. Est-ce que la vie associative est fort développée sur un campus? C'est important aussi, la vie associative. Quand on rentre dans une école, qu'est-ce que je vais faire en dehors de mes études? À quoi je vais me consacrer? La vie associative, c'est pas quelque chose les étudiants font ça dans un coin et on le regarde pas. C'est pas comme ça dans les écoles. C'est un vrai lieu d'expérience
d'expérimentation, de compétences, d'activités d'équipe, de prise de responsabilité. Un étudiant, vous savez qu'il y a une équipe d'étudiants qui doit organiser un gala, organiser des séminaires, organiser un événement sportif important. Il acquiert une largeur d'épaule importante parce qu'il a un poids de responsabilité. S'être confronté à des responsabilités, c'est important. Donc, est-ce que l'école va me permettre ça ? Est-ce que là je vais peut-être un peu prêcher pour ma paroisse, mais je trouve ça important. Est-ce que je suis dans une école qui n'a qu'un enseignement monolithique scientifique, ou est-ce que sur le campus, je vais m'ouvrir à d'autres secteurs ? Nous, on a une école d'ingénieurs, une école de Internet, une école de management. Nos étudiants ont des enseignements communs. Dès la première année, ils font des projets ensemble, ils sont mélangés dans des équipes avec des gens de profils différents. L'ouverture, ça c'est l'ouverture d'école. Ça peut être important. Est-ce que je vais beaucoup partir à l'international ? Est-ce que j'aurai des étrangers sur le campus ? Est-ce que mon campus accueille des étrangers ? Est-ce que je vais avoir des enseignements en langue ? Ça fait partie un petit peu de choses. Mais principalement, c'est est-ce que je m'y sens bien ? Est-ce que j'ai un bon feeling ? Est-ce que l'équipe encadrante ? Est-ce que aussi je rencontre des professeurs, je rencontre des équipes ? Est-ce que j'ai envie d'y être ? Ça, il faut que vous alliez faire des portes ouvertes. Ouais. Tous nos établissements, nous avons des portes ouvertes pour consacrer du temps en première, en terminale, à aller à la rencontre. C'est bien, vous nous voyez sur les stands, mais allez voir ce qui se passe dans l'école, allez visiter les labos, allez entendre des étudiants vous présenter leurs projets qui vous montrent avec des yeux qui pétissent, qui font toute la journée. Vous aurez envie. Et puis il y a des endroits, ça vous fera moins envie, et d'autres, ça vous fera plus envie. C'est une façon aussi un petit peu de concrétiser les choses. Et puis, moi, je pourrais rajouter, puisque le ZEO propose tout ça aussi, mais que vous pouvez aussi un petit peu faire du tester la vie d'un élève ingénieur, qu'est-ce qu'il fait, et voir lors des journées découvertes ou des journées essais, comment on les appelle dans nos écoles, voilà, je vais être dans un cours de prépa, comment je m'en sors ? Je vais assister à des projets, je vais rien y comprendre, mais ils ont l'air de s'éclater. Est-ce que ça leur plaît aussi ? Est-ce que ça me plaît ? Et rencontrer au travers ça, c'est pareil sur les journées portes ouvertes, comme je dis toujours sur un salon, on peut vous raconter tout, aller sur les journées portes ouvertes, rencontrer les gens, mais aussi profiter des journées découvertes, des journées d'essai, rêver la vie d'un élève ingénieur et sachez découvrir les 5 ans d'études et les projets qu'ils y font. Là, vous verrez aussi l'éthique, la philosophie donc des écoles d'ingénieurs, et je pense que ça aussi, où ça vous correspond, où ça ne vous correspond pas. Donc, le choix. En fait, soyez curieux. Oui. Curieux, les JPO, les salons, c'est en effet la base. Ça permet de voir un peu l'environnement, mais autour de vous aussi, tout simplement. Lors d'un repas familial, on a tous, dans un cercle plus ou moins grand, un ingénieur. Posez-lui beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il fait ? Comment ? Pourquoi ? Dans quelle entreprise il a travaillé ? Quel poste il a eu ? Quelle école il a fait ? Soyez curieux, c'est comme ça que vous ferez la différence. Il y a 2 autres points qui n'ont pas été cités que je rajouterai pour différencier les écoles. Le réseau des anciens, c'est ce que j'allais vous demander. Oui. Le réseau des anciens, alors pour Arts et Métiers, c'est facile d'en parler pour moi, mais même pour d'autres écoles, en quoi le réseau participe à un moment donné à la formation ? Comment ils aident ? Est-ce qu'ils sont présents ? Est-ce qu'ils créent des conférences ? Est-ce qu'ils aident le contact ? Et puis la reconnaissance du diplôme, sa valeur auprès des DRH, c'est important. C'est vrai, tout à fait. Toutes les écoles que vous représentez donnent par exemple des taux d'insertion professionnelle ? Oui. Excellent même. Non mais on manque d'ingénieurs en France. Oui, alors justement, c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on manque vraiment d'ingénieurs en France ? Ah oui. Oui. Il manque à peu près 10 000 ingénieurs en France, hein, donc il faut les fabriquer. C'est pas simple. Il en manque, et donc et ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde les taux de remplissage, soit dans les classes préparatoires ou même parfois dans nos écoles, eh bien on ne remplit pas. Alors on se demande, enfin on ne remplit pas à 100%, hein, on se demande pourquoi est-ce que la filière scientifique aujourd'hui est moins attirante qu'il y a une dizaine, vingtaine, trentaine d'années. Eh bien voilà, on ne sait pas pourquoi, et pourtant les sciences aujourd'hui c'est quand même important, c'est notre avenir à tous de toute façon. Voilà, il manque 10 000 ingénieurs en France, absolument. Dans quel secteur on manque d'ingénieurs ? Je ne vais pas encore une fois prêcher pour la paroisse de certaines écoles, mais si vous voulez, je vais donner une explication en disant que de toute façon, le choix qui doit se faire à la sortie, il est de deux sortes. Hein. Ou bien on a envie de faire un métier très particulier parce qu'on aime par exemple l'informatique et on va faire une école d'informatique, et ça, autant le décider tout de suite. Ou bien on aime par exemple aussi l'aéronautique et allez hop, on va rentrer dans une...
ou bien on ne sait pas encore. Et là ça se démultiplie. On peut faire des classes prépa parce que justement, on va attendre un petit peu pour savoir, et puis on veut faire autre chose, peut-être de la chimie, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles de chimie à prépa intégrée, etc. Ou alors, on va faire donc une école pluridisciplinaire qui va permettre donc de faire des choix plus différenciés dans un deuxième temps. Voilà, donc il faut effectivement que l'élève, le candidat sache un petit peu. Alors ça, effectivement, il n'y a que des visites, on l'a dit, hein, JPO, journée de présentation des métiers de l'ingénieur, présentation dans les salons, évidemment, etc. Internet, où vous avez tous les sites de toutes les écoles qui sont présentés de façon détaillée. L'association des anciens, c'est important, l'association des anciens, on l'a dit, moi je le répète, c'est fondamental, parce que avoir une école qui vit en osmose avec ses anciens, c'est très important, parce qu'elle apporte toute l'information du futur du futur ingénieur, elle apporte un soutien, elle apporte aussi des jobs, hein, tout simplement. Hein. On fait beaucoup de conférences organisées par des anciens qui sont à la tête d'entreprises ou autres, et qui viennent parler de leur cursus, de leur entreprise, de leur métier, et comment ils y sont arrivés. Et donc c'est l'exemple qui parle, quoi, hein. C'est très important. Alors c'est vrai que pour tous les jeunes, sachez que les ingénieurs donc, recrutent, on a besoin d'ingénieurs. Moi, je peux vous donner les taux. Vous connaissez tous le taux de chômage en France. Ouais. Les ingénieurs au chômage ne représentent que 4,5% de leur population, hein, par rapport à la population française qui est au-delà de ça. Des secteurs très porteurs, c'est les nouvelles technologies, forcément. Hein, dans les technologies, le taux de chômage des ingénieurs, il est aux alentours de 2%. Donc pour vous aussi, en fonction de savoir ce que vous avez envie de faire ou pas, ça peut être aussi des pistes. L'énergie est aussi un secteur très porteur, oui. Hein, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, dans lequel le numérique d'ailleurs s'intègre beaucoup, mais les grands enjeux qu'on a aujourd'hui face à nous et que vous avez, vous plus jeunes, vous aurez à les traiter, les énergies renouvelables, tous les problèmes de réduction d'énergie, aussi bien dans le monde, dans le bâtiment, dans la ville, dans les véhicules. Tous ces domaines sont des métiers d'ingénieurs dans lesquels le numérique est aussi présent, mais pas toujours. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus de 25% des offres d'emploi qui sont quand même dans le domaine digital et numérique, dans les métiers d'ingénieurs. Le numérique draine quand même beaucoup de choses. Mais il n'y a pas que ça. Mais après, vous allez pouvoir le retrouver dans la finance, dans l'énergie, dans d'autres domaines. Ce sont des domaines d'ingénieurs aussi, dans lesquels on retrouve un emploi, mais assuré. Et là, moi, je vais reprendre le cheval de bataille de mon voisin. Oui, pour les jeunes femmes aussi. Oui, pour les jeunes femmes. On en manque tellement que là, c'est un domaine dans lequel on ne se permet pas de regarder si en face de nous, on a un jeune homme ou une jeune femme, s'il va y avoir un congé maternité, un de ces jours ou pas. Un employeur ne se pose pas la question. Au contraire. On est même à l'inverse. Les femmes sont privilégiées. Les femmes, on en recherche. Les entreprises nous en demandent. Nous en demandent pourquoi ? Parce qu'elles ont envie de féminiser leurs équipes. Elles ont envie de diversifier les équipes. Et on n'en a pas suffisamment dans nos écoles, alors qu'on a envie d'avoir des équipes qui soient un peu plus diverses sur ce plan-là. Donc, au contraire, une jeune femme elle n'aura aucun obstacle devant elle, je dirais bien au contraire. Donc des métiers intéressants, des métiers qu'on peut concilier avec des vies de famille évidemment, donc, et des métiers dans lesquels on travaille aussi pour son prochain. Et puis c'est vrai que maintenant de plus en plus on travaille par le télétravail existe. Donc les jeunes femmes qui sont ingénieurs et qui le mercredi restent à la maison pour s'occuper des enfants, elles n'ont pas du tout un stop carrière comme ça a pu être l'époque ça a pu exister à une certaine époque. Mais non, ça c'est vraiment révolu. Très bien. Alors, je voulais reprendre un chiffre. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 40% d'élèves qui intégraient une école d'ingénieurs qui n'avaient pas fait une prépa. Alors, qui sortaient diplômés sans avoir fait une prépa. Voilà. Mais comment on laisse, je dirais, il y a beaucoup de parents là dans la salle, comment on laisse son enfant décider qu'il veut faire une prépa ou pas ? Alors ça, je trouve que c'est vraiment un sujet sur lequel c'est important de regarder. Il faut, parfois dans les familles, il y a une espèce de poids en disant mon fils, tu dois faire une prépa, ou mon fils, tu dois faire métier, ou ma fille. Et je crois qu'un jeune, même si vous croyez qu'il n'a pas complètement le niveau, il ne le sent pas, mais qu'il a envie de se confronter à ça, il a envie de faire une classe prépa, il a besoin de ça vis-à-vis de lui, il a besoin de ça il faut le laisser faire. Il faut le laisser faire parce que, et là je suis entièrement d'accord, ce sont des très bonnes formations qui donnent beaucoup de compétences au-delà même des concours. Et un jeune, et s'il a besoin d'avoir tenté une prépa pour lui,
il faut le laisser. Au pire, il se réorientera, mais il y a des chances qu'il arrive aussi à avancer. Et à l'inverse, si vous avez face à vous, c'est pas la culture, c'est pas ce que vous envisagez, c'est pas ce que vous vouliez pour votre enfant, et pourtant vous avez quelqu'un face à vous qui vous dit « mais moi j'ai l'impression que j'ai vu une école, j'ai vu un secteur, ça me plaît bien, j'ai l'impression que j'y serais bien », écoutez-le aussi. Écoutez-le dans ce qu'il va vous dire, parce que s'il a repéré quelque chose, il va y être bien, il va savoir se motiver, il va savoir travailler, aller plus loin. On va beaucoup plus loin quand on aime ce qu'on fait, qu'on s'enthousiasme pour ce qu'on se fait. Donc écoutez, et il faut passer du temps à découvrir, mais n'ayez pas des schémas en tête. Ce sont deux voies qui sont effectivement très positives, qui amènent toutes vers des diplômes. Laissez-le. Ce qui est vrai quand même, et entre les deux, et je tiens encore à le dire, en France, les écoles les plus prestigieuses, vous les atteindrez par les classes préparatoires. Donc si vous êtes un jeune avec un très bon niveau, que vous n'avez pas forcément un secteur ou une école sur laquelle vous avez flashé, et vous pouvez prétendre à des écoles de rang 1, eh bien il faut aller faire des classes préparatoires. C'est là que les portes seront le plus ouvertes et que vous aurez une bonne préparation. Donc il ne faut pas se leurrer. C'est vrai, c'est pas parce qu'on sort de toutes les autres écoles qu'on n'aura pas un bon diplôme, un bon métier, qu'on n'aura pas fait absolument. Néanmoins, si demain vous êtes potentiellement, vous pouvez avoir les diplômes de ces écoles, je ne vais pas les citer, mais qu'on appelle des écoles plus prestigieuses, les classes prépa sont quand même la voie à privilégier. Et puis après, et puis également parce que vous avez cette formation, vous y intéresse. Donc écoutez et regardez comment vous aimez travailler. Est-ce que vous aimez conceptualiser? Est-ce que vous aimez appliquer? Qu'est-ce que vous voulez pour vos 2 prochaines années? C'est important. Il y a aussi l'esprit compétiteur. Je crois que c'est quand même quelque chose. Là aussi, je ne vous dirai pas que les classes préparatoires sont un bagne. On ne recrute jamais un jeune quand il arrive, parce qu'on les recrute aussi, ces jeunes de classe. Jamais ils regrettent ces 2 années de prépa. Jamais. Et il ne vous dit pas j'ai vécu le bagne, ils ne vous disent pas ça et c'est pas ça. Par contre, c'est vrai que le principe, c'est de passer des concours et d'être bon le jour J. Donc il faut se préparer à ça. Et il faut être un bon compétiteur et accepter aussi de fournir pendant 2 ans un travail important. Moi, je voudrais rajouter, il a été dit les journées portes ouvertes, etc. Je crois que ce qui est important, c'est l'environnement aussi dans lequel on va être. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui seront contents d'aller en internat, d'autres qui voudront rester proches de leur famille, etc. Et je pense que, en complément de ce qui a été dit, qui est tout à fait vrai, il y a aussi cette question de l'environnement. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui viennent du lycée et qui vont faire, entre guillemets, une petite équipe, ou au moins qui vont se connaître, et puis est-ce que ça se rapproche ou pas proche, et est-ce que l'enfant, enfin ou le jeune plutôt, en a besoin ou pas de cette proximité avec la famille ou avec d'autres. Merci. On n'a pas donné tout à l'heure, on parlait de débouchés, de taux de placement à la sortie des écoles. Je pense qu'on peut donner quelques statistiques, non? Si, absolument. Il faut savoir que dans la plupart des écoles, je vais donner en tous les cas mes chiffres de SME Sudria, il faut savoir que 50% des diplômés, des sortants, trouvent un job avant d'avoir fini le stage de fin d'études. Quand même... et 30% de plus le trouvent 2 mois, 3 mois au plus tard après. Les autres 20% prennent leur temps, si je puis dire. Voilà, donc c'est quand même des taux très forts. Et pourtant, comme je disais tout à l'heure, il nous manque encore des ingénieurs. C'est parce que justement, il y a des jobs, il y a des bons, il y a aussi le salaire quand même, il ne faut pas l'oublier. C'est des salaires débutants d'ingénieur, c'est pas négligeable. Ça permet de vivre convenablement. Et donc voilà, par les temps qui courent et la crise actuelle, savoir qu'on a 80% de chances de trouver un job à 2 mois après la sortie au plus tard, c'est quand même très important. Voilà. Et un job intéressant, bien sûr, et qui vous plaît. D'accord, très bien. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions dans la salle. Ouais. Bonjour. Vous avez dit qu'il manquait d'ingénieurs, on l'a bien compris. Vous avez dit que, si j'ai bien entendu, que vos effectifs n'étaient pas complètement remplis certaines années. C'est ce que je comprends. Donc, je vois juste un travers à ça. C'est soit on remplit les effectifs et donc vous recrutez après les classes prépa un peu plus, c'est-à-dire que vous prenez un peu plus de monde. Est-ce que ça a un impact éventuellement sur le niveau des... Si c'est le cas, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur le niveau des candidats qui auraient été pris?
Quelle est la solution? Je ne vois pas très bien la solution. Oui, comme je disais tout à l'heure, on a ouvert des centres en province. Bon, on a un peu plus de mal, voilà, à remplir parfois la province, hein, c'est tout. Paris, c'est plein, hein, ça, je rectifie tout de suite. Hein, et pour toutes les écoles, c'est pareil. Les classes prépa, je crois qu'ils aussi, c'est pareil, ils remplissent pas mal. Mais Maintenant, la qualité, vous voulez dire, bon, le nombre vis-à-vis de la qualité, c'est pas compliqué. On a un processus très simple. On ne dépasse jamais une classe de 50 élèves. Donc, s'il y a 200 élèves, il y a 4 classes. S'il y a 250 élèves, il y a 5 classes. Non, mais si vous n'arrivez pas à remplir en province, c'est parce qu'il n'y a pas de candidats ou c'est parce que vous ne trouvez pas les gens? Il y a moins de candidats quand même en province. Okay. Les gens, oui, c'est vrai. Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi, ce n'est pas mon cas. Le cycle ingénieur est sur Angers. J'ai 3 classes qui sont bordées. Je ne peux pas mettre un élève de plus. Ouais, ouais, Les nouvelles technologies, domaine porteur, l'école existe depuis 60 ans. Bah, voilà, vous avez, quand vous avez des écoles comme ça qui sont déjà référencées et bien immergées dans leur région, il n'y a aucun souci. Comment vous dire? Automatiquement, j'étais encore sur Nantes la semaine dernière et j'ai des gens qui ont dit ah ben mon neveu a fait le ZEO, un oncle a fait le ZEO aussi, ils ont des super postes, voilà, donc ça se fait tout seul. Il ne faut jamais oublier que nos étudiants et notre réseau d'ingénieurs sont nos meilleurs ambassadeurs. Il faut ouvrir une classe de plus en fait. Comment? Il faudrait que vous ouvriez une classe de plus et ça résoudrait peut-être un certain nombre de problèmes. Oui, ça veut dire embaucher aussi plus de profs, plus d'enseignants. Il y a aussi une capacité au niveau de l'école. Je crois que ce qu'on dit aussi, c'est que entre guillemets, on fonctionne quand même à plein Ouais. par rapport au vivier que l'on a. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'on est là, pour donner aux jeunes l'envie de venir dans les métiers de l'ingénieur. C'est avant tout ça qui est contraignant. Je pense que tous ceux qui ont envie d'aller dans l'ingénierie et qui ont un niveau satisfaisant, quelle que soit la voie en ce moment, dérouleront des études puis une carrière tout à fait intéressante. Tout à fait. Oui, bonjour. J'aimerais savoir s'il existe un site ou une adresse où on pourrait avoir l'ensemble des concours pour juste après bac et les écoles qui y sont rattachées, où il faut aller voir sur chaque école à quel concours elle est rattachée. Alors, vous avez beaucoup de choses, hein, où vous trouvez de l'information, vous allez sur les sites, vous allez tout trouver. Mais déjà, sur le post-bac, puisque votre question est sur le post-bac, vous allez avoir le portail admission post-bac, puisque vous allez devoir vous inscrire sur le portail admission post-bac. Et à travers, vous allez avoir beaucoup d'informations. Le portail, il ouvre pour l'information début décembre. Donc, très vite, vous allez retrouver vous allez le retrouver. Mais si vous avez sur les sites, soit le monde étudiant en a, il y en a sur, vous avez l'étudiant, vous avez partout, vous avez l'ONICEP. Regardez l'ONICEP, qui est l'organisme d'orientation, vous allez retrouver. Vous savez, les concours post-bac, je crois qu'il y en a 7 ou 8 aujourd'hui en post-bac, vous allez les trouver très facilement. Bonjour. En fait, parce que en fait, vous avez parlé de prépa, de faire une prépa quand on ne sait pas ce qu'on veut faire pour réfléchir, ou d'école pluridisciplinaire. Mais en fait, je voulais savoir si par exemple on est en terminale S et qu'on ne sait vraiment pas du tout à quel secteur on s'intéresse. Je voulais savoir comment on fait pour savoir quelle prépa choisir, quel type de prépa ou même quelle école d'ingénieur. Et est-ce qu'à la fin on va savoir ce qu'on veut faire? Là, c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, mais en fait, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui t'intéresse? Dans quelle matière tu es le plus à l'aise? En effet, si vraiment tu ne sais pas quoi faire après, la prépa, au moins, ne te fermera aucune porte. Donc ça, c'est un bon point. En plus, tu apprendras une méthode de travail, on l'a appris tout à l'heure, qui ne sera jamais perdue. Donc la prépa est une bonne orientation. Maintenant, quelle filière de prépa? Va dans la filière de prépa où tu te sens le plus à l'aise. Et dans le plus à l'aise, il y a qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui au lycée? Est-ce que tu es plus fort en maths? Est-ce que tu es plus fort en physique? Est-ce que tu as un intérêt plus fort pour découvrir la technologie ou des sciences de l'ingénieur? C'est ça qui te guidera vers la bonne filière de prépa. De toute façon, il faut faire une prépa où on se sent à l'aise. Ça a été dit tout à l'heure, c'est là où on réussit le mieux. Vos professeurs de terminale, il faut ne pas hésiter à aller les consulter là-dessus. Vos enseignants de sciences, de mathématiques, de physique, ce sont quand même de bons conseillers. Ils voient année après année des étudiants.
ils connaissent les niveaux, ils savent quel type d'étudiants intègrent, quel type de prépa, ils connaissent vos points forts. Échanger avec vos enseignants de terminale, ils sont aussi là pour vous aider dans votre orientation future et c'est ceux qui connaissent vos capacités. Vous avez aussi dans vos lycées des centres d'information, de documentation où on retrouve en général tous les documents utiles et nécessaires à la préparation à rentrer dans l'enseignement supérieur. Toutes les écoles, les concours, c'est dans vos centres de documentation, ça existe. Il y a une autre question ou pas? Ah, il y en a une là. Oui, bonjour. J'aurais voulu que vous nous parliez un peu des cycles internationaux dans les grandes écoles d'ingénieurs. Quels sont les cycles qui peuvent se faire également à l'étranger, aux États-Unis, en Chine ou ailleurs? Alors, dans notre cas, il y a 170 accords pour arts et métiers, accords de partenariat, donc il va de l'Erasmus au double diplôme, donc il n'y a pas beaucoup de régions du monde où un élève ne peut pas aller, en tout cas pour nous. Sachant que l'échange académique n'est qu'une des possibilités. Un élève peut décider, en tout cas aux arts et métiers, de faire son stage à l'international, et ce stage, il peut s'effectuer dans le pays de son choix. Donc là, en tout cas pour mon école, c'est très très large. Oui, j'allais répondre un peu de la même façon hein, au sein du groupe. Il y a vraiment beaucoup de possibilités d'accord, soit d'avoir un double diplôme, ce qui est le plus long, soit d'avoir une expérience en entreprise à l'étranger, soit simplement un échange dans lequel on va, durant 6 mois, suivre des études à l'étranger qui vont valoir pour le diplôme de l'école d'origine. Il faut bien comprendre qu'actuellement, c'est incontournable d'avoir une expérience dans une université étrangère. Je dis bien incontournable. Dans notre école, nous avons rendu un semestre entièrement obligatoire dans une université étrangère, quel que soit le choix de l'élève. Sans compter, effectivement, qu'en dernière année, il y a la possibilité d'un cursus international, où là, il passe une année entière, et ça mène vers un double diplôme. Ceci vers une vingtaine, une trentaine d'universités dans le monde entier, de façon très, très large. Pour le ZEO, c'est pareil. On offre 41 doubles diplômes à l'international. Et en fait, ça permet aux jeunes qui se sont donc spécialisés en dernière année. Un exemple, si c'est l'option biomédicale, ce sera l'université de Wollongong en Australie, où il faudra un double diplôme. Si c'est l'informatique, ça va être Buenos Aires en Argentine. Si c'est l'aéronautique, ça va être Sherbrooke au Canada. Et en fait, les jeunes font leur cursus en fonction de leur centre d'intérêt et ce qu'ils ont, les centres d'activité qui les intéressent. Très bien. Il y a d'autres questions? Une dernière? Non, oui. Non, bah, écoutez, alors s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup. Et puis donc, vous l'avez compris, n'hésitez pas. On manque d'ingénieurs. Merci à tous, bonne journée.